Eh bien, profitons de ce public nombreux mais absent, parce que virtuellement quand même, ils sont nombreux, pour évoquer les Juifs du Maroc et l'évoquer d'une manière qui est assez inhabituelle, puisqu'on l'évoque de manière historique, générique habituellement. Et là, c'est véritablement par le biais de photos et de personnages qui sont liés à ces photos et de leur histoire qui reflète l'histoire de cette civilisation, hein, la civilisation juive marocaine, qui est, selon certains, trimillénaire. Avec vous, Anna Assouline, photographe, bonjour, et dont on va voir que vous avez partie liée historiquement et familialement à l'exposition juive du Maroc, les photographies de Jean Besancenot, des photographies qui ont été faites dans les années 30, entre 1934 et 1937, dans le sud marocain, et dont vous êtes l'éditeur, Dominique Carré. Alors peut-être qu'on va être discourtois et commencer par la partie masculine de ce débat, qui est à parité quasiment, avec vous, pour nous définir un peu les contours de ce personnage, Jean Besancenot, qui est l'un des, on pourrait dire, rares Français à s'être véritablement plongé, mais bon, évidemment, il y a Delacroix, il y a le père de Foucault, etc., dans la civilisation juive marocaine, mais avec un intérêt qui ne s'est pas démenti et avec une bienveillance qui l'honore. Et donc, que pouvez-vous nous dire de son histoire, des facettes de cette personnalité, de ce photographe? D'abord, je ne suis pas l'éditeur, c'est la Réunion des musées nationaux. Oui. Je suis le co-commissaire avec Annie de l'exposition. Oui, enfin, le personnage a beaucoup de facettes, c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer. Mais en même temps, il n'en revendique vraiment aucune, puisqu'il est... Et on sait peu de choses sur lui. On est en train de faire des recherches qu'on a arrêtées, mais enfin, on va essayer de mener des recherches assez longues. En fait, il est d'abord illustrateur. Il fait l'école des arts décoratifs. Il peint, et d'après ce qu'il nous a raconté avec Anna quand on le rencontre, en fait, il est intéressé par les costumes et l'apparat, et il fait le tour de toutes les régions françaises, la Bretagne, où il subsiste encore en fait des éléments de costumes de fête et des choses comme ça. Oui. Et les années passant, il se retrouve face un peu à un désert pour ces questions, et donc il décide, je crois que ses dernières aquarelles, il les fait en Savoie et en Haute-Savoie, et puis comme tout ce patrimoine disparaît, il décide de traverser la mer et d'aller au Maroc pour continuer son aventure avec les costumes et les habits d'apparat. Vous avez une idée de ce qui le passionnait dans cette idée de costume d'apparat Là-dessus, on n'a pas d'idée, non. Enfin, peut-être on va en trouver après, parce qu'il y a encore beaucoup de correspondances à lire. Il a fait des correspondances avec des écrivains. Enfin, il y a encore un gros travail à mener sur lui qu'on n'a pas mené. Mais du coup, quand il est en France, il ne fait que des aquarelles et c'est un peintre. Oui. Et pour partir au Maroc, il apprend un peu la photographie. Et quand il arrive là-bas, parce qu'en fait, comme il décrit, il fait des croquis pour faire ses peintures. En fait, il comprend que la photographie l'aidera. Et donc, en fait, il passe à la photographie. Enfin, à un moment, il mène de front les croquis et la photographie, puisque c'est après qu'il fait ses aquarelles magnifiques. Et à la fin, il ne fait plus de croquis, il fait que de la photographie. Donc, il y a une sorte de photographie documentaire où il s'intéresse aux détails des bijoux, des objets. Et petit à petit, il se prend au jeu et il se revendique lui-même après un vrai photographe, en disant, ce qui n'est pas tout à fait sûr, qu'il est un excellent tireur. En tout cas, il se revendique comme photographe après avoir pris ça comme une espèce d'outil pour son travail. Donc il n'est pas non plus... Parce que la photographie était, à cette époque-là, un métier complet qui allait de la lumière, de la pose au développement, au tirage. Et c'était un véritable métier artistique. Peut-être faut-il le souligner, puisque ça n'est plus vraiment aujourd'hui le cas. Enfin, c'est en tout cas quelque chose qui s'est tellement démocratisé avec les portables que ces aspects-là sont un peu oubliés. Alors, mais oui, enfin, c'est important parce que c'est le début aussi de toute la géographie humaine. Et donc, il a des rapports, mais on ne sait pas encore très bien lesquels. Par exemple, avec Alliance Photo, Pierre Verger, enfin tous ces gens-là qui sont déjà partie prenante avec la création du Musée de l'Homme,
et qui considère que la photographie devient, comme Marcel Mauss le disait, un outil muséologique en fait. Oui, oui. Et puis c'est l'ascension aussi des agences de presse, des agences des journaux, Roger Violet, etc. Mais alors, vous avez brièvement évoqué le fait que vous l'avez rencontré tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quelle occasion est-ce qu'on arrive à rencontrer quelqu'un qui a quand même une œuvre aussi ancienne que ça? Comment vous avez découvert qu'il était encore là? Racontez-nous un peu ce cheminement. C'est un hasard. Oui, ça. C'est un hasard complètement absolu parce que moi je travaillais dans une revue qui s'appelait Photographie. Non, je travaillais chez Azan. On était, enfin, avec Annie, on a beaucoup connu, on a beaucoup bossé avec Eric Azan. Et enfin, je vais la faire courte, quoi. En fait, j'ai rendez-vous avec un type qui s'appelle Chevrier, qui a participé beaucoup à la reconnaissance de toutes ces photographies documentaires éparpillées dans tous les musées de France et de Navarre, et qui en fait étaient dans des cartons, alors qu'il y a quelqu'un à un moment qui a dit, enfin, il n'était pas le seul, mais ça a été le plus important, à dire intéressons-nous à ces choses-là qui ne sont pas que documentaires, mais qui sont aussi esthétiques. Et donc j'avais rendez-vous avec lui parce que j'avais écrit un papier dans les Nouvelles littéraires sur Proust et la photographie. Il trouvait ça complètement nul, donc il m'a dit, il m'a appelé en me disant que c'était nul. Et donc je lui ai dit, c'est une très bonne intro, ça. Voilà. Et donc je lui ai dit rencontrons-nous. Entre nous qui sommes vieux et vous qui êtes nuls, c'est terrible. Donc je lui ai dit rencontrons-nous, je l'ai rencontré. Et comme il est un peu fou, il m'a dit j'ai un rendez-vous avec quelqu'un rue de Lille. Il était dans le 12e, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Et il m'a dit marchons ensemble, ça je vous raconterai Proust. Et puis à la fin, on saura qui est ce monsieur avec qui j'ai rendez-vous. Donc on est allé jusqu'à la rue de Lille, on a sonné et on est tombé sur Besançon. Rue de Verneuil. Rue de Verneuil, pardon. D'accord. Voilà. Donc avec quel âge à ce moment-là Il avait, puis après très vite Anna est venue nous rejoindre. Il avait 85 ans, ou 80, entre 85 et 90. Il était dans une solitude apparente et il avait beaucoup de tirages, et en fait il voulait les vendre, quoi, parce qu'il n'avait pas de rond. Et donc on lui a, enfin c'est toute l'histoire qui démarre après, mais donc on rencontre ce personnage et on lui parle un peu de sa vie, enfin il nous raconte un peu sa vie, mais il était quand même assez branché sur l'idée de faire des tirages et d'arriver à en vivre et à... Et comment vous rentrez dans l'histoire alors? J'entre dans l'histoire parce que Dominique savait que je venais de cette région-là du Maroc et que mes parents sont nés donc, dans le sud marocain. Donc ça, c'est Moyen Atlas Moyen Atlas, Haut Atlas. Tafilalet. Tafilalet, absolument. Et donc de cette région-là, il n'y avait aucune image. Mes parents n'avaient pas d'extrait d'acte de naissance, pas de photographie, rien. Oui. Aucune trace photographique. Quand Dominique rencontre Besancenot, il m'en parle et il me dit il a besoin d'argent, il faut qu'on l'aide. Donc on va lui acheter quelques tirages. Je me souviens que les tirages coûtaient 100 francs. Tu te souviens de ça? Et donc je vais le voir, rue de Verneuil, avec Dominique, quelques temps après sa rencontre avec Chevrier. Et quand je suis entrée dans cet appartement, il était très mignon, enfin il était très touchant, quoi. J'avais des cheveux, j'ai une espèce de casque comme ça. Et il a soulevé mes cheveux, comme ça, très doucement, en me voyant entrer. Et il m'a dit, vous êtes juive et vous êtes du Tafilalet. Ah oui. Ça m'avait complètement... j'étais stupéfaite parce qu'en plus, je ne parlais pas tellement de ça à l'époque. Enfin bon, on n'était pas encore intéressés par nos origines. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, je vais vous acheter quelques tirages. Et je lui ai dit, je vais vous acheter donc que des photos de juifs et non de berbères, parce que juste parce que j'avais pas d'argent, quoi. Donc il fallait que je fasse un choix. Vous n'aviez pas en tête à l'époque que beaucoup de juifs étaient berbères? C'était compliqué parce que mon père était rabbin et donc orthodoxe, et il considérait que cette idée folle que des berbères, enfin que des juifs pouvaient être berbères, je sais pas comment dire, ça n'entrait pas dans son esprit. Donc non, on considérait pas ça comme pouvant exister. Puis j'étais jeune, je ne connaissais pas l'histoire, enfin. Et donc, à un moment donné, il nous montre énormément de photos. Il avait des armoires comme ça, comme il y avait avant dans les écoles, des armoires en bois très simples, dans lesquelles il y avait des tirages qui étaient mis comme ça. Et il tire, je ne sais pas, 200-300 photos pour nous les montrer. Et il y avait énormément de femmes sur ces photos. Énormément, énormément, énormément. Donc je comprends, parce qu'il parlait à mi-mot, il était très ironique, qu'il avait adoré les femmes là-bas. Je ne sais pas très bien ce qu'il a vécu, mais bon, je peux imaginer qu'il a eu quelques aventures, quelques amours.
Et à un moment donné, mon regard est arrêté par une photo où il y a un jeune couple, un couple de très jeunes adolescents. Oui, qu'on voit là. Et je suis frappée par l'enfant. Et je dis à Dominique, mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il ressemble à Sébastien? Et Sébastien, c'est un de mes neveux. Et Dominique me dit non, pas du tout. Il ne ressemble pas à ton neveu. Mais enfin bon, j'achète cette photo avec malgré sa tout. perspicacité habituelle. C'est très perspicace, Dominique. Et j'achète la photo, persuadée qu'il ressemble à Sébastien quand même. Et quand j'apporte ces photos chez mes parents un soir de Shabbat, mon père refuse absolument de regarder ces photos parce que c'est Shabbat, qu'il doit aller à la synagogue et qu'il a d'autres chats à fouetter. Donc il ne veut pas. Et ma mère dit « Ah, mais c'est extraordinaire, voilà, ce sont des photos de notre monde, j'ai jamais vu ça. » Enfin, elle découvre ça, elle est stupéfaite, heureuse. Donc supplie son mari de regarder les photos. Il regarde cette photo, il la voit et il dit « C'est moi ». Il se reconnaît 50 ans plus tard. Mais 50 ans exactement, parce que l'image est prise en 1935, je lui apporte la photo en 1985, et voilà, et ensuite on va revoir Besancenot, mon père et moi. Mon père va découvrir d'ailleurs le 7e arrondissement, il n'arrêtait pas de me dire « C'est beau la France, ma fille !» Je me souviens de ça. On marchait dans les rues de l'université, la rue de Verneuil, etc. Il n'arrêtait pas de me dire « Oh là là, c'est beau la France !» Je me souviens de ce truc. Et donc on arrive chez Besancenot et on découvre, parce que Besancenot nous montre à nouveau d'autres images de ce monde-là, puisque mon père lui dit, mais voilà, ils se reconnaissent. Quelque chose se passe, forcément. Donc Besancenot nous sort les photos qu'il a faites dans ce coin de mon père d'Erfoud. Et on achète d'autres images qui vont être en fait, bon, ben, la photo des cousines germaines de ma mère, parce que mon père était adopté par la famille de ma mère. Et voilà, on va apporter ces photos en Israël, parce que toute la famille vit là-bas, etc., etc. Besancenot va venir... On est en quelle année, là? 85, 1985. Et Besancenot viendra dîner chez mes parents un soir de Pessah, exactement comme en ce moment. Et je me souviens de sa très, très grande érudition, de sa très grande connaissance du monde juif. C'était extraordinaire. Il connaissait tout. Oui. Donc, il ne connaissait pas les textes, il ne lisait pas l'hébreu, mais il savait absolument tout ce qui concernait le monde juif, de manière assez profonde. Il était assez fasciné par ce monde. Ça, je m'en souviens, et je me souviens de ce qu'il disait, de l'admiration qu'il portait aux Juifs, comme si... parce qu'il les voit, lui, il est le premier Français à pénétrer dans certains coins du Maroc, et il voit à la fois leur, comment dire, entre guillemets, leur connivence avec les Berbères, mais aussi leur séparation, leur différence. Oui. Et comment ils gardaient ça en eux. Vous voyez, ils ne voulaient pas se mélanger, il n'y avait pas de mariage mixte, par exemple. C'est important. Oui, alors, pour autant, c'est vrai que dans la mémoire des Juifs marocains, et particulièrement du XXe siècle, le chleu, c'est un peu l'autre, en quelque sorte. Absolument. Le chleu, c'est entre guillemets le berbère, mais pour autant, il y a des dialectes judéo-berbères, et il y a tout un historique de berbères juifs, de berbères judaïsés, et qui remontent, en fait, qui sont les premiers juifs qui ont été au Maroc. Donc c'est intéressant quand même, cette posture qui est un peu une posture de déni quand même de communauté historique entre les Juifs et les Berbères. C'est pas tellement du déni, c'est pas tellement du déni, c'est que c'était pas des communautés qui, je veux dire, à part les fours dans les villages, partageaient pas grand-chose en réalité. Oui, oui, il est certain qu'à partir d'un certain moment, il y a eu une séparation assez abrupte, et d'ailleurs, on voit que dans certains villages ou certaines petites villes du Maroc, du sud marocain, la communauté juive s'est réunie dans la même aire géographique et est partie communément, d'un seul coup, toute la population de villes comme Tinrir, comme on le voit dans ce fameux film Jérusalem Tinrir, est partie d'un seul coup. Donc c'est qu'il y avait véritablement une séparation, mais
Mais pour autant, on est obligé de reconnaître que la culture berbère imprègne les photos que l'on voit ici. Les photos, la vie des gens de tous les jours, bien sûr, les bijoux, les costumes, évidemment. Et on doit souligner aussi le rôle d'institutions comme l'Alliance, qui n'arrive pas là quand même. Dans ces régions assez éloignées, elle n'arrive pas. Elle reste un peu dans les villes, l'Alliance. Elle est arrivée assez loin quand même, puisqu'on a ce fameux film qui a été produit par l'Alliance, je pense dans les années 40, qui s'appelle Ils seront des hommes, où on voit un envoyé de l'Alliance arriver dans un village totalement dénué de services, où c'était vraiment des juifs berbères profondément ancrés dans l'enseignement religieux, les traditions, et que c'est très très difficile, mais il y a eu effectivement tout ça. On peut parler peut-être du rôle de l'agence juive d'une part, c'est-à-dire l'infiltration sioniste. Je suis désolé, ça sonne un peu complotiste, mais c'est la vérité, et de l'Alliance. Mais on va évoquer ça plus tard. Restons sur cet aspect personnel, historique et familial. Donc il se reconnaît. Il se reconnaît absolument. Il se reconnaît tout de suite parce que... Il y a un détail qui ne lui plaît pas. Oui. Non, je voudrais juste dire une chose. Comme il se reconnaît aussi parce qu'il n'a jamais été pris en photo. Mes parents, donc pour des raisons, mon père venait d'une famille extrêmement pauvre et la famille de ma mère venait d'une famille de très grands rabbins, puisqu'il y a le fameux Baba Saleh. Donc Baba Saleh et son frère Baba Haké se voyageaient un peu vers Tinrir, etc., Moyen Atlas, et ils récupéraient les gosses qui n'avaient pas dont les parents n'avaient pas les moyens de leur donner une éducation religieuse. Donc ils les amenaient à leur yeshiva, à Erfoud. Mon père a fait partie de cette histoire-là. Donc il se reconnaît, d'autant plus qu'il n'a jamais été pris en photo, et il nous a souvent dit « j'ai été pris en photo quand j'étais petit chez Baba Haké et Baba Saleh ». Par un photographe français. Mais enfin bon, c'était une phrase qui tombait, voilà, il nous disait ça, mais enfin ça voulait rien dire, on ne savait pas de quoi il nous parlait, quoi. Et donc après ils vont passer en Algérie, mes parents, puisque mon père ne trouve pas de boulot au Maroc, il avait besoin, il était rabbin, il fallait qu'il ait une communauté, il va trouver une communauté juive dont il va être le rabbin à Colombéchar. Donc là il y aura des photos, là il y aura des extraits d'actes de naissance, là on va être naturalisé, mais eux, ils sont nés au Maroc, on dit en, on ne sait pas en quelle année, en quelque chose, voilà. Il n'y a rien. Ma mère, je lui disais, mais maman, t'es née quand? Je crois que c'était entre Pourim et Pessah. Oui, c'est ça, Pourim et Pessah. Ma mère me l'a toujours dit. Donc c'est une sorte de calendrier assez, bon, c'est touchant, mais voilà. Donc il s'en souvenait parfaitement, et il se souvenait parfaitement de la séance photo, d'autant plus qu'il n'est pas marié avec la jeune fille de qui il joue l'époux. Oui. Qui est la fille de Baba Saleh. Parce que ce sont des habits nuptiaux. Hein. Absolument, ce sont des habits nuptiaux. C'est la fille de Baba Saleh, qui est toujours vivante aujourd'hui à Jérusalem, qui a 95 ans, Lella Sarah. Il faut quand même dire qui est un peu Baba Saleh. Hein. Oui, vous avez raison. C'est vrai que pour nous, c'est une star Malaisie. Vous devez savoir qui est Baba Saleh. C'était mon grand-oncle. C'est le rabbin Abou Hatzira, qui vient d'une longue lignée d'Abou Hatzira qui remonte à Yaakov Abou Hatzira. Et Hatzira, c'est un tapis, et Abou, c'est le maître. Et donc, le maître du tapis, ça veut dire qu'une légende sur cette famille, c'était que leur pouvoir thaumaturgique était tel qu'ils pouvaient se déplacer en tapis volant. Il y a même des études pour savoir s'il était permis de se déplacer en tapis volant Shabbat. Bon, c'est très marrant. Mais donc, c'est une lignée de gens qui étaient réputés pour un mode de vie assez ascétique, une étude très profonde de la Kabbalah, des traditions ésotériques, et aussi des pouvoirs de guérison, des pouvoirs extrêmement... Et lorsque Baba Saleh, donc, qui avait perdu son frère jeune, son frère a été canonné... Harissani. Voilà. Pour avoir été soupçonné d'espionner au profit des Français par les gens du village. Lorsque Baba Saleh a décidé de partir en Israël, je crois qu'en Israël, il était à Netivot. Il est devenu véritablement
une sorte de grande figure que tout le monde venait consulter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pèlerinages à Netivot autour de sa tombe. C'est une espèce de... Et aussi à Rissani, au Maroc, autour de sa maison. Oui, bien sûr. Enfin non, il était Erfoud, en fait, la dernière maison de Baba Saleh était... Mais moi, donc c'était mon grand-oncle, c'était l'oncle de ma mère, et c'était le frère de mon grand-père. Et je l'ai connu, parce que quand il venait à Paris, quand j'étais enfant, il venait chez mes parents, dans le Marais. Et à chaque fois que j'entre dans une boutique où je vois le portrait de Baba Saleh, je suis sûre d'avoir un prix, quoi. Je dis à chaque fois, vous savez que c'était mon grand-oncle, et le garagiste ou le marchand de pulls en cachemire me dit, vous pouvez me faire une prière parce que là, voilà, Baba Saleh, c'est vraiment, il est connu donc par les Juifs marocains, mais aussi par les Juifs algériens. Et aussi par les Juifs, par le Maghreb, quoi, par les Juifs du Maghreb. Oui, il y a, pas plus tard qu'hier, un Juif ashkénaze de New York me disait, j'étudie Yaakov Abersera, voilà, donc c'est que vraiment, c'est quelque chose de très très important. Et c'est quelque chose d'autant plus important que ce qu'on voit là, qui pourrait n'être que des atours de fête, etc., contient aussi énormément de spiritualité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé dans ce sud marocain, dont on sait qu'il a été le centre d'empires juifs à l'époque des empires du Dra, du Souss, du Tafilalet, de tous ces où les Juifs pratiquaient le commerce transsaharien, ont importé du Moyen-Orient les chameaux, l'irrigation babylonienne, les palmiers dattiers, etc. À cette époque-là, il s'est passé quelque chose où il y a eu un rayonnement énorme de ce judaïsme-là du sud du Maroc. Et puis rien. Plus rien, parce que la capitale de tout ça, qui s'appelait Sigil Massa, est détruite. Et tout ce qu'il reste, finalement, ce sont des petits archipels civilisationnels comme ça, qui survivent et qui, curieusement, deviennent des foyers spirituels très importants, où se mélange tout, c'est-à-dire la magie, la Kabbalah, la superstition. Et la connaissance des textes. L'ascétisme. Oui. Énormément de manuscrits qui se sont diffusés dans le monde entier, y compris ashkénazes, sont passés par là. Et on peut même dire aussi que ces gens-là ont probablement judaïsé une partie de l'Afrique subsaharienne. Mais ça, c'est une autre... Il y a beaucoup d'historiens qui parlent de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce sud marocain, finalement dévasté de sa population juive à un certain moment, devienne un centre spirituel aussi important? Moi, je ne peux pas vous répondre à ça. Je sais que je viens de cette famille, je sais que c'était une famille extrêmement croyante, enfin, extrêmement, le mot est faible, plus que croyante. Je sais que Baba Saleh et son frère Baba Haké étaient des grands érudits, des grands connaisseurs des textes, mais je ne sais pas... Oui, sans doute que leur aïeul, Pierre Jacob Abersela, enfin celui qui est enterré à Damanhour en Égypte, parce qu'il a échoué là-bas pensant qu'il a... Oui, en allant vers la terre promise. Voilà, il est mort là-bas. Et d'ailleurs, il y a un culte aussi des Égyptiens. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que M. Abitbol pourrait répondre à cette question de manière plus avisée que moi. Je ne connais pas... En parlant de l'ascétisme, moi, les souvenirs d'enfance que j'ai de Baba Saleh, parce que bon, je l'ai connu, à part qu'il jetait toutes les poupées qui étaient dans notre maison, il prenait les poupées, il les balançait comme ça, et il disait en arabe « Ça suffit les idolâtres, ça suffit !» Comme ça, il nous menaçait avec ma petite sœur, parce qu'il mangeait que du radis noir, que ça, et il buvait un peu d'anisette. C'est ça, oui. Il était très, 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 très grand et très, 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 très maigre. Je ne sais pas comment il tenait physiquement, mais je me souviens de ça. Je me souviens d'un Shabbat à l'autre, il ne mangeait pas, quoi, pratiquement. Et à Shabbat, il mangeait... Je sais qu'il aimait beaucoup la dafina de ma mère, bon, assez classiquement, mais ouais, il ne mangeait rien. Je me souviens que ça nous impressionnait beaucoup quand on était enfant. Alors, mon cher ami, la dafina, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, c'est un plat de Shabbat qui cuit depuis la veille, dans lequel on trouve de la viande, des pois chiches, du blé, et un curieux gâteau de viande. Et donc la dafina est quelque chose de statutaire dans chaque famille. Il
Il y a toujours une personne qui la prépare mieux que les autres. Oui. C'est véritablement une nourriture qui a une dimension spirituelle, parce que beaucoup de gens, dont Baba Saleh d'ailleurs, disaient que le moment où l'on, entre guillemets, kiffe la dafina, où l'on jouit de la dafina à la table du Shabbat le midi, samedi, c'est le sommet de la spiritualité. Et donc, voilà, c'est une parenthèse pour dire que ce plat, qui a une version aussi ashkénaze qui s'appelle le tchoulent, le chaud lent, ce plat, en fait, est une sorte est tout à fait une Madeleine de Proust pour tous les Marocains. On peut appeler ça comme bien ça. Sûr. Voilà. Et il s'est perpétué, même maintenant, il y a une espèce de renaissance de la dafina. De la dafina. Alors donc, il y a quelque chose qui choque votre père dans la photo. Donc voilà, et mon père est triste sur cette photo, enfin en tout cas mélancolique, sinon triste. Et moi, j'ai toujours pensé, donc la photo, on l'a achetée à plusieurs exemplaires, j'en ai acheté 8 pour donner à chaque membre de la famille une image de notre père chéri, à mon frère et à mes sœurs. Et on a tous toujours pensé, sans lui poser la question d'ailleurs, qu'il était triste parce qu'il était adopté, parce qu'il ne vivait pas dans sa famille. Il vivait dans la famille de Baba Saleh. Et à la fin de sa vie, mais vraiment à la toute fin de sa vie, quelques mois avant son décès à Jérusalem, on était dans son appartement, dans leur appartement là dans le Marais, et il y avait la photo qui était encadrée, accrochée sur un mur, et il m'a appelé, il m'a dit « Viens t'asseoir, viens t'asseoir ». Ma fille, mon père ne me parlait qu'en arabe. Mes parents s'adressaient à nous en arabe. « Assieds-toi, assieds-toi ». Je me suis assise à côté de lui, avec son grand livre ouvert comme ça, et il m'a dit « C'est bien la photo, c'est bien, mais maintenant avec toutes ces machines-là, tu peux pas me remettre des chaussures ?» Alors je dis « Mais papa, pourquoi t'as... » « Mais c'est la honte sans chaussures, c'est la honte !» Il répétait comme ça. C'est incroyable. Parce que les chaussures sont extrêmement importantes pour les Marocains en général. C'est un signe, bon, évidemment, d'ascenseur social, entre guillemets. Hein, c'est un signe d'un peu plus d'aisance par rapport à la vie tribale et frugale qu'il y avait avant. Je pense aussi que les chaussures, c'est ce qui permet aussi d'aller à la synagogue et de prier. Oui, mais bien sûr. Et puis mon père n'était... Non, mais de fait, il n'était pas sans chaussures. C'est juste que Besancenot, quand il commence cette série de photographies, aidé par le frère de Baba Saleh, il photographie la petite Sarah, et qu'on lui dit que le mari de Sarah est plus âgé que Sarah, donc il n'a pas très envie de photographier un couple comme ça avec un homme décalé en âge avec sa jeune femme, très jeune femme. Donc il demande quelqu'un qui a l'âge de la Sarah, et c'est mon père qui est un élève en face de la yeshiva de Baba Saleh. C'est juste en face, tout ça se passe assez vite, c'est Besancenot qui l'a raconté après. Et quand mon père arrive, il a oublié les chaussures, parce que c'est un déguisement finalement pour lui. Et Besancenot dit, c'est pas grave, on fait la photo, la lumière va tomber. Et mon père fait la tronche, et la Sarah aussi, elle fait la tronche. Elle n'est pas contente du tout de ça, parce que pour elle, c'est honteux de se présenter ainsi. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, la pudeur, la honte. Ils ne savent absolument pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas ce que c'est qu'une photographie, ils ne savent pas ce que c'est qu'une peinture. Besancenot raconte, et nous a raconté aussi, je ne sais pas si tu te souviens, que quand il montrait des photos ou des dessins, il les prenait à l'envers, les gens. Il leur expliquait, lui, comment il fallait tenir ça. Oui. Donc il y a quand même un monde là qui... c'est la première fois qu'il voit quelqu'un déjà d'étranger. À part l'armée française, personne n'arrivait jusque-là. Il n'y avait pas tellement de tourisme. Charles de Foucault. Ouais, enfin, oui. Charles de Foucault déguisé en juif. Oui, parce qu'il faut rappeler cette histoire de Charles de Foucault qui a servi d'explorateur à la force colonisatrice française. Et qui était accompagné du rabbin Mardoché Abissérour, qui l'a trimballé de communauté en communauté dans tout le sud marocain, le faisant même monter à la Torah pour plus de vraisemblance le Shabbat, etc. Je savais pas ça. Oui, et dont le Mardoché Abissérour a été remercié par des description antisémite du plus bel acabit à l'époque, puisqu'on était à l'époque de Drummond, de la France juive, et des anti-Dreyfusards et compagnie. Mais il est certain qu'une partie de la cartographie du sud marocain
est due à une collaboration judéo-française qui a été bien mal rétribuée, il faut bien le dire. Donc ça, c'est une histoire aussi importante. Oui, bien sûr. Besancenot, il a lu la reconnaissance du Maroc de Charles de Foucault, Oui. et il marche sur ses traces. Enfin, il y a des extraits qu'il écrit lui-même où il dit qu'il est sur les traces de Charles de Foucault. Et justement, ce qui l'intéresse, c'est le fait que ces populations s'amenuisent jusqu'à... Enfin, il sent que c'est la fin de ces populations. Oui. Et donc, il va même dans les villages où est allé Charles de Foucault et il demande combien il y avait d'habitants, combien il y en a maintenant. Donc, pour lui, c'est une histoire qui est très importante. Et puis, il y a une des photographies qui est montrée dans l'exposition et qui est donc dans le catalogue, où c'est un portrait assez beau d'un homme très beau, enfin, avec une barbe, etc., qui dit que lui a vu Charles de Foucault. Donc c'est vraiment l'homme qui a vu l'homme. Enfin, c'est assez touchant tout ça, quoi. Je peux lire quelques lignes justement. Je vous en prie, bien sûr. Donc c'est parmi les nombreux écrits en manuscrit que Besancenot a laissé. Et donc à un moment il dit justement: je tenais absolument à retrouver et m'arrêter à Ticinte, ce Mela où de Foucault avait dû vivre près de 2 mois en se cachant. J'y parvenais, tout étonné de retrouver ce petit village, tel que lui-même l'avait découvert, bien isolé de la population berbère. Dans la relation de son voyage, Foucault décrivait l'existence de ce Mela perdu, aux abords du désert, émerveillé d'y voir, si fidèlement conservé, les coutumes des temps bibliques. Il ajoutait, avec une nuance de regret, cet état de conservation miraculeux ne pourra hélas plus se maintenir maintenant bien longtemps. Lui, si méticuleux, avait noté que ce petit centre était habité par 130 personnes. J'ai eu l'occasion de demander au chef du district combien de Juifs habitaient encore à Ticinte. C'est bien facile, me dit-il, je contrôle leur carte de ravitaillement. C'était à la fin de la dernière guerre. Il y avait exactement 129 habitants contrôlés. Oui. Donc, en fait, il décrit chaque village, mais Foucault revient plusieurs fois, effectivement, quoi. Et donc, est-ce que Jean Besancenot, comme sans doute beaucoup de Français, entendant des Juifs parler arabe, voyant des Juifs imprégnés de la culture saharienne, de l'Atlas, montagnarde, etc., est-ce que c'est un étonnement? Est-ce que c'est un sentiment d'étrangeté, d'exotisme? Est-ce que c'est l'impression de découvrir quelque chose qui était totalement inconnu pour les Français, même encore au début du siècle dernier? On ignorait complètement tout ça. Quel était son... Je ne sais pas ce qu'il dit lui. Lui, ce qu'il dit, c'est que ce sont des populations qui sont sous domination musulmane et berbère, qu'elles sont juste acceptées parce que elles font marcher l'économie, puisque ce sont des bijoutiers, oui, des gens comme ça, mais que ce sont des populations maltraitées, en fait. Et donc, plutôt que de... L'exotisme, en fait, il y est peu... Enfin, sauf pour son travail sur les vêtements, mais pour le reste, il a une vision complètement pessimiste des populations et de leur traitement par les autres populations, quoi. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que en dehors des quelques années, ou pour dire décennies, mais vraiment on serait généreux, qui sont un peu une espèce d'âge d'or où on voit les Juifs à Casablanca, à l'Aise, à Meknès, etc., on peut quand même résumer la dimitude des populations juives au Maroc et dans le sud marocain, parce que quand même il faut dire que le Maroc c'est toujours divisé en deux, le Maroc Marzen et le Maroc Siba, qui est plus anarchique, où les caïds règnent, etc. Mais on peut quand même dire que cette histoire de soumission qui a été l'histoire des Juifs, elle a été décrite par pas mal d'auteurs, dont Pierre Loti ou pas mal d'auteurs français, par exemple, qui décrivaient les massacres de Fès en 1902, etc. C'est une histoire extrêmement douloureuse. C'est une histoire extrêmement douloureuse dont même nous, Juifs marocains, avons des traces dans nos corps. Je veux dire que le fait que nos parents aient connu des épidémies terribles à des moments où ils ne pouvaient pas sortir des mélas, le fait qu'il nous était interdit de faire du sport, le fait qu'il... Il y a énormément d'éléments
qui raconte une histoire absolument douloureuse et désastreuse. Et j'espère qu'on va pouvoir en parler tout à l'heure. En même temps, je mettrai un tout petit bémol à ce que vous dites, parce que désastreuse, en tout cas assez triste, mais pour moi qui suis née en Algérie, de parents marocains, j'ai toujours entendu mes parents parler du Maroc comme d'une terre où ils pouvaient retourner. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de leur vie, ils sont retournés au Maroc quand ils ne sont jamais retournés en Algérie. Et ça ne leur serait même pas venu à l'idée. L'Algérie, pour eux, c'était une affaire, mais terminée. De toute façon, les Algériens ne les aimaient pas, détestent les Juifs, détestent Israël, etc. Le Maroc a quand même été encore, et l'actualité nous le prouve, puisque l'accord israélo-marocain est absolument incroyable. Enfin, je trouve ça assez merveilleux qu'il y ait des avions là, entre Tel Aviv et Casa. Je trouve ça. Donc il y a une spécificité marocaine qui est certainement due au roi, à toute l'histoire, à ce conseiller, à ce monsieur Azoulay qui est proche du roi, etc. Il y a quand même, le mot juif ne les fait pas bondir. En Algérie, vous dites que vous êtes juif, on vous dit. Surtout, vous ne le dites pas. Hein. Vous ne le dites pas. Moi, ça ne me dérange pas. Je me souviens de ça. Moi, ça ne me dérange pas que vous soyez juif. Mais alors, surtout, vous ne le dites pas aux autres. Hein, parce que, non, il y a quand même... Mais c'est vrai que c'est une histoire douloureuse. C'est une histoire douloureuse dans le Sud. Je pense que tout ce qui est ville, enfin, toutes les grandes villes, ce n'est pas du tout la même chose. Nous, il n'y a plus rien. Mais c'est même fou. Quand on voit les images de Besancenot, quand on entend cette langue... Mon père, il parlait shilh. Mon père, il était shilh. D'ailleurs, ma mère, pour nous insulter, elle nous traitait de shilh. Quand elle voulait, vous voyez. À 2 heures de route, elle ne parlait pas du tout shleu, et lui, il parlait. Et tout ça, ça s'est complètement perdu. Mais moi, je trouve ça fascinant, enfin, de manière négative. Je dis ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bijoutier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand on voit les photos de Besancenot, avec tous les petits travaux qu'il faisait, les gens qui fabriquaient des tamis, des bijoux, de l'alcool, etc. Il n'y a plus rien. C'est fou, c'est fou de penser ça. Il y a une petite musique qu'on entend beaucoup qui attribue à la fondation de l'État d'Israël et à ses émissaires la responsabilité de cette disparition. Personnellement, je ne participe pas de ce discours. Mais bon, c'est encore un autre débat. Non, je ne suis certainement moi non plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et qui est une forme quand même... très tendancieuse de relecture de l'histoire. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir reçu ici. Merci. Je voudrais que tous ceux qui n'ont pas eu, et malheureusement, évidemment, ils sont très nombreux, l'occasion de voir cette exposition aux Juifs du Maroc, ces photographies des 3 ans qu'a passé Jean Besancenot dans le sud marocain, dans le Moyen Atlas en particulier. Je voudrais que tout le monde essaie de se procurer ces photos incroyables pour voir ces civilisations, non pas englouties parce qu'on est loin de la mer, mais disparues, taries et peut-être aussi enfouies à un moment de l'histoire et qui sont d'une beauté vraiment bouleversante. Et donc je vous remercie d'avoir évoqué Merci à vous. Alors, dans la prolongation de notre exploration de cette exposition fantôme, Juifs du Maroc, photographie de Jean Besancenot 1934-1937, une exposition qui n'aura pas été vue par assez de monde, mais peut-être ça tient... ça tient à la période, mais parfois on ne jouit pas de chance alors qu'on a envie véritablement d'exposer ce que fut cette présence trimillénaire des Juifs au Maroc. On a parfois des signes contraires. Nous sommes en compagnie de Pierre Assouline et de Michel Abitbol, historien, Pierre Assouline, écrivain, que tout le monde connaît et que je suis très heureux de rencontrer autour de cette présence juive au Maroc, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que vous mettez beaucoup en avant, mais vous en avez quand même parlé, notamment dans vos blogs. Et je voudrais que vous me donniez un peu un panorama de ce qu'est votre relation, votre lien avec ce pays et cette civilisation. Alors d'abord, je ne suis pas le frère de Hanna Assouline, mais un ami de longue date. Et à chaque fois qu'on me pose la question, parce qu'on me la pose souvent, vu sa notoriété, je réponds toujours, ce n'est pas la même famille, mais c'est la même tribu. Et c'est le cas pour tous les Assouline. On pourrait faire dire aux antisémites, il y a trop d'Assouline dans ce pays. On pourrait dire, le dire comme ça. Mais
Oui, parce qu'il y a une tribu à l'origine, tout simplement, qui s'appelait le Wassouline et qui était dans cette région du Tafilalet. Alors moi, mon lien est ancien. D'abord, je suis né à Casablanca en 1953. J'ai vécu 12 ans avant de venir en France. Et ça a été pour moi des années très fortes, très marquées par ce pays, dont j'ai une empreinte très forte de ces années d'enfance et de ce Maroc-là, donc avant l'indépendance et après l'indépendance. Ma famille, du côté paternel, est originaire de Figuigues. Mon grand-père est né à Figuigues, qui n'est pas un endroit exploré par Jean Besancenot, parce que c'est trop à l'est. Cette région-là, trop à l'est, c'est la même région, mais donc cette région qu'on appelle le Moyen Atlas, ou en tout cas le sud marocain. Mais là, c'est très à l'est. Donc c'est la frontière, c'est une dune avec l'Algérie. Et avant Figuigues, le berceau de la famille, c'était Debdou. Oui. Et ça a son importance. C'était une petite Jérusalem. Oui, ça a son importance parce que Debdou, ça se sait peu, mais en fait, il y a eu une émigration de séfarades à Debdou directement, non pas au moment de l'expulsion de 1492, mais au moment de l'expulsion, il y en a eu une avant, un siècle avant, en 1391, il y a eu des massacres, des pogroms à Séville, notamment. Oui. Et les Juifs de Séville ont imaginé que ça sévissait dans l'ensemble de la péninsule ibérique, alors que c'était très régional à ce moment-là. Et donc ils ont cherché à quitter la région, à quitter le pays. Et comme ils avaient des liens évidemment avec l'ensemble des communautés un peu partout, on leur a dit, il y a au Maroc, non pas au nord, mais au sud, à Debdou, qui est une toute petite ville à l'époque, il y a une communauté juive qui est prospère, qui vit très bien, qui vit là depuis très longtemps, qui est très enracinée, qui était là avant l'invasion arabo-musulmane. Et vous serez certainement bien accueillis. Et en plus, c'est un carrefour de route commerciale. Donc il y a eu cette émigration de Juifs de Séville directement à Debdou, dont, nous dit la tradition familiale, nous sommes issus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, à Debdou, il reste, le monument le plus ancien, c'est une fontaine, un puits très large, qui est très très ancien et qui est en plein centre de la ville, qui est un peu le rendez-vous de tout le monde. Et cet endroit, les Marocains l'appellent encore aujourd'hui Zbillia, qui veut dire Séville en arabe. Qu'est-ce que Séville vient faire tout d'un coup dans cet endroit voilà. Il y a des lieux dans le monde où le temps passe beaucoup moins vite que le centre de Paris, heureusement, et on a des mémoires plus longues. Voilà, ça c'est le côté Assouline et le côté maternel. J'y insiste parce que quand on parle de l'origine des gens, de séfarades ou d'autres, on s'en remet toujours au nom. Donc à l'onomastique, ce qui est très important, c'est même essentiel. Mais sauf qu'on oublie que on a deux origines, on est né d'un père et d'une mère. En tout cas, oui, bien sûr. En tout cas, c'est mon cas, mais c'est de moins en moins courant. Mais enfin, en principe, on est né d'un père et d'une mère. Et les Espagnols le savent très bien, puisqu'ils mettent les deux noms dans le patronyme. Donc, j'insiste sur le fait que moi, du côté maternel, ce sont des Herbibes, originaires de Tétouan et avant de Livourne, où il y avait une très, très grande communauté juive séfarade. J'ignorais qu'il y avait des Livournais qui avaient migré à Tétouan. Oui. Ils ont beaucoup été en Tunisie, mais oui, plus tard. Donc mon lien, c'est celui-là avec le Maroc, qui est un pays où je retourne souvent et auquel je suis extrêmement attaché. Et où je suis, enfin on va en parler, mais très heureux de voir qu'il y a depuis quand même un certain nombre d'années une réhabilitation du patrimoine juif marocain, qui est quelque chose de très volontariste. C'était le cas déjà depuis Mohamed V, pour des raisons qu'on sait, pendant la guerre, mais c'était le cas sous Hassan II, mais c'est le cas beaucoup plus encore, de manière très déterminée, avec l'actuel roi, Mohamed VI, depuis qu'il est au pouvoir. Quand on va par exemple dans des villes comme Marrakech, on voit la résurrection du Mellah de Marrakech, qui est très frappante, avec les plaques de rue, notamment, et puis les bâtiments aussi. Des rues avec des noms de rabbins, rues de Palestine, etc. Alors, mais
Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que c'est véritablement la toute fin, vraiment l'extinction, puisqu'on est autour de 1000 juifs au Maroc. Si on veut vraiment être honnête, les recensements officiels font état de plus, mais il est évident que la majorité étant à Casablanca, il reste vraiment quelques personnalités éparses dans le royaume. Mais il y a une volonté très forte de redynamiser ce patrimoine, de le conserver encore mieux qu'il ne l'était. Et d'une certaine manière, pas seulement pour les Juifs marocains, mais pour le Maroc en général, il y a une assomption d'un inconscient juif dans l'identité marocaine. On voit beaucoup de jeunes Marocains, voilà, Kamal Ashkar qui a fait ce film, mais ce n'est un, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, qui disent « il y a quelque chose de juif en moi ». Et qu'est-ce qui explique ça, à votre avis d'historien? Qu'est-ce qui explique que tout à coup, bien après cette histoire-là, elle ressurgisse de cette manière-là? Tout d'abord parce que le départ des Juifs du Maroc n'était pas précédé d'une tragédie ou d'un événement dramatique. C'est un phénomène qui s'est poursuivi durant des années. C'est un phénomène presque naturel. On peut dire que ce départ des Juifs du Maroc, c'était une sorte de migration pour des raisons en rapport avec la colonisation française, avec la création de l'État d'Israël. Mais il n'y a pas eu de drame comme en Libye, où il y a de véritables pogroms contre les Juifs, ou en Algérie, même avant le 62, dans les années 60. Au Maroc, c'est quelque chose d'assez naturel. Enfin, il y a quand même eu des pogroms, à Fès, à Oujda. Oui, mais ce n'est pas des pogroms. Il y a eu des attaques, mais on ne peut pas dire en Libye, en Égypte, etc. Non, c'était quelque chose. Ou en Irak, c'était quelque chose de plus terrible. Il y a ça. Deuxièmement, il y a cette ancienneté de la communauté, et puis surtout l'enracinement de la communauté marocaine dans la culture et dans l'histoire du Maroc. On ne peut pas tout simplement faire l'histoire du Maroc sans tomber sur des juifs, ou des juifs diplomates, ou des juifs commerçants, ou des juifs qui ont rempli des fonctions primordiales dans la société marocaine. Ensuite, il y avait, par exemple, si on prend l'exemple de la musique andalouse marocaine, c'est une musique qui est d'origine espagnole, d'origine andalouse, qui est la musique utilisée aussi bien par les musulmans que par les juifs. À cette différence, c'est que cette même musique espagnole donne lieu à des textes disons, religieux chez les juifs et des textes profanes chez les musulmans. Mais c'est la même musique. D'ailleurs, il y a eu des orchestres constitués de juifs et de musulmans qui ont joué les mêmes morceaux. On pourrait dire qu'il n'y a eu que ça, presque. Qui ont joué les mêmes morceaux en arabe et en hébreu. Les uns, pour les juifs, ça faisait partie de la liturgie synagogale, et pour les musulmans, ça faisait partie du folklore. Et ça. Du reste, le dialogue continue, puisqu'il n'y a pas de plus grand chic aujourd'hui que d'être un orchestre israélien et de chanter en arabe, et d'être aussi un jeune maître du chant andalou au Maroc et de chanter en hébreu. Alors, ou avec Chaim Louk. Exactement, Chaim Louk et les autres. Alors, d'autres exemples, dans le folklore, on ne peut pas tout simplement expliquer le folklore du judaïsme marocain sans l'apport marocain. Juste un exemple, bientôt les Juifs du Maroc vont célébrer la fête de la Mimouna. Or, la fête de la Mimouna n'existe qu'au Maroc ou bien sur une partie de l'Algérie, l'ouest de l'Algérie, il n'existe nulle part. Et certainement, alors il y a énormément de récits, de légendes autour de cette fête de la Mimouna, mais toutes ces légendes appartiennent à l'histoire du Maroc. Par exemple, l'une des légendes explique que les Juifs célèbrent la fête de la Mimouna en rapport avec Shabtai Tzvi, et lorsqu'il y a eu cette effervescence de Shabtai Tzvi, le Juif de la montagne... Shabtai Tzvi, je rappelle, c'est le faux messie, du XVIIe siècle d'origine turque. Alors, et lorsqu'il y a eu cette effervescence kabbaliste, n'est-ce pas, mystique,
il y a un juif de la montagne du côté de Fès qui s'est pris qui croyait que c'était l'État messianique, et il devient une sorte de seigneur, et la population... qui a eu du retentissement. Oui, et la population marocaine musulmane devait lui apporter une jeune fille, n'est-ce pas? Lui amener une jeune fille pour calmer ses ardeurs. Jusqu'au jour où cette population musulmane a choisi Moulay Rachid, le fondateur en fait de la dynastie alaouite, et ce Moulay Rachid est monté sur la montagne et a tué ce juif. Alors, les musulmans célèbrent cet événement, des étudiants de Fès, célèbrent cet événement par la fête des étudiants, la fête des Tolba, et d'après une certaine légende, les Juifs célèbrent ce même événement par la Mimouna. Oui. Donc, et on peut encore apporter d'autres exemples, à savoir que c'est un judaïsme très juif, comme disait Anna tout à l'heure, très traditionnaliste, mais qui est ouvert sur la société marocaine, la culture marocaine. Et ce n'était pas un judaïsme, disons, fermé, ésotérique sur lui-même, puisque cette ouverture aussi était connue des musulmans. L'autre grand exemple, c'est les pèlerinages judéo-marocains. Les juifs et musulmans célébraient les mêmes sources, les mêmes rabbins, les mêmes saints. Ils allaient dans les mêmes endroits pour les pèlerinages. Et puis, tout à l'heure, Anna nous a parlé longuement de Abou Khatsera, n'est-ce pas, du rabbin de Baba Saleh. Or, Baba Saleh, par divers aspects, est un super marabout de la tradition judéo-marocaine. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement par ses connaissances talmudiques... Les Marocains disent un marabout juif. Hein, voilà, un marabout juif, mais aussi par son côté, disons, son personnage lui-même, un personnage qui est sacré. Or, ce phénomène, ce maraboutisme, on ne le trouve que dans le monde chassidique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas quelque chose d'assez universel dans la tradition juive. Donc, on voit cette sorte de dialogue ou d'interaction culturelle entre les juifs et les musulmans. Mais bien sûr, il y a le rôle historique des juifs, et le rôle commercial. Nous avons parlé tout à l'heure de ce Sud. Et vraiment, la question qui se pose, je crois qu'on a été posée, comment se fait-il que des juifs aient vécu si longtemps dans un endroit aussi reculé, n'est-ce pas, que le Sousk? Mais en fait, quand on voit l'histoire du Maroc, cette région-là, cette région dont nous avons parlé, aussi bien le Tafilal que le Sousk ou le Dra, c'était pendant des siècles le centre de gravité culturelle, économique du Maroc. Et même de l'Afrique. Et même de l'Afrique. C'était véritablement là que les choses se passaient. Parce que le Maroc, ce n'est pas seulement les villes, ce n'est pas Fès, c'est surtout cette région-là. D'ailleurs, toutes les dynasties du Maroc sont sorties de ce sud. Le Tafilal, c'est les Alaouites. Le Sousk, c'est les Saadiens. Avant les Saadiens, c'était les Almohades. Et les Almohades et les Almoravides, qui, eux, venaient vraiment de Mauritanie. Bien sûr. Donc le sud, c'était vraiment un centre de gravité. C'était aussi, sur le plan musulman, un centre d'érudition. Tous les grands maîtres, aussi bien du mysticisme musulman, sont venus de cette région. Donc il n'y avait aucune raison pourquoi les Juifs ne l'étaient pas. D'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure de Sigil Massa. Dans nos textes, Sigil Massa est décrite comme une ville de grands talmudistes. Dans les textes, c'est-à-dire dans les textes rabbiniques, dans les textes des responsables. Le Dra, que nous avons cité, c'était un centre de Kabbalah, de kabbalistes. Et puis, vraiment, la question qui se pose, mais comment ces petites communautés ont pu développer autant de culture, autant de savoir? Et tout à l'heure, nous avons parlé de ce personnage folklorique, le rabbin Abisrour. Mais le rabbin Abisrour, c'est d'abord, on ne sait pas comment il a pris toutes ces connards, comment il les a acquises. C'était... il parlait tous les dialectes du coin. Non seulement berbère, mais touareg aussi. Oui, absolument. Et puis ce rabbin Abisrour, on va le voir à Tombouctou, créer une communauté juive à Tombouctou. Oui, créer une communauté. Et quand il reviendra de Tombouctou, et le consul de France, Auguste Baumier, à Mogador, à Essaouira, a été tellement impressionné par ce rabbin Abisrour qu'il a demandé à l'Alliance israélite de bien vouloir lui faire un stage
de connaissances géographiques, n'est-ce pas? Et puis l'Alliance accepte, et on le voit à Paris ouais. Étudier tous les instruments, n'est-ce pas, de mesure chez Duveyrier. Duveyrier, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de ça savent que c'est un grand géographe, c'est en fait l'un des pères de l'exploration française du Maroc. Et c'est à ce titre, d'abord, qu'il va accompagner Charles de Foucauld, mais après, il va aussi envoyer des notices à la Société française de géographie sur la végétation, sur les routes. Extraordinaire personnage. Et puis il envoie même une notice sur une peuplade africaine qu'il a appelée les Dagatou, mais là il s'est trompé complètement, parce qu'en fait c'était... Qui étaient des Touaregs en fait. Oui, c'était des Touaregs, mais pour lui c'était une tribu juive perdue. Et je vais rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand il écrivait en arabe, le rabbin Abisrou, en arabe, en caractère hébraïque. Et là aussi, on arrive à cette étrangeté, si vous voulez, de ces communautés juives. C'était malgré tout, tout en baignant dans une culture berbère, c'était des arabophones. Et d'ailleurs, c'est l'une des explications. À tel point, du reste, que là, il y a quelques jours, j'ai mis la main sur une Agada en arabe, donc je l'ai lu le soir de Pessah, j'ai lu une partie en arabe, et ben lorsqu'on dit Dieu, on dit Allah. Allah, oui, mais et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi ils étaient si importants, parce que c'était les seuls arabophones au milieu berbère. Ils étaient importants d'abord pour les communications avec le monde extérieur. Ils servaient d'émissaires, mais d'émissaires auprès des caïds des grandes villes qui, eux, étaient arabophones, auprès des représentants de la France, etc. Donc c'est ainsi qu'on explique cette présence. Un autre, et là on arrive vraiment dans l'histoire, quand l'islam est arrivé en Afrique du Nord, cette région a été pendant des siècles la région de principautés hérétiques musulmanes, les Kharijites. Et ces Kharijites, s'ils ont survécu, s'ils ont pu se développer, c'est alors que tout le monde, tout le Maghreb était un Maghreb sunnite, c'est parce qu'ils ont rempli un rôle immense dans le commerce transsaharien. L'or du Soudan, pour imaginer... Et du Mali aussi. Le Mali, pour imaginer l'importance de l'or du Soudan, c'est exactement comme le pétrole d'aujourd'hui. Mais c'est comme le Pérou, c'était des endroits où il y avait des tonnes et des tonnes d'or. Et c'est ce qui explique aussi cette présence des Juifs, parce que les Kharijites étaient beaucoup plus libéraux, disons, à l'égard des dhimmis que les sunnites. Et puis aussi, parce que chez les Kharijites, et là aussi on arrive à une curiosité de l'histoire, toucher l'or, c'est une impureté. On ne touche pas l'or. Et les seuls en mesure de toucher l'or, c'était les Juifs. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça explique pourquoi il y a tant de bijoutiers parmi les Juifs dans ces régions. Et il faut aussi dire que ce qui manquait dans l'Afrique subsaharienne, c'était le sel. Parce que si on n'avait pas de sel, on avait le scorbut, on avait des tas de maladies, etc. Donc on était arrivé à un moment où 1 kilo de sel était échangé au sud du Sahara contre 1 kilo d'or. Absolument. Et particulièrement au Mali. Et c'est l'origine de ces magnifiques empires qui étaient juifs, le Touat, le Souss, etc. Et c'est l'origine de la splendeur de Sigil Massa. Oui, et c'est pourquoi, d'ailleurs, Pierre, les Juifs d'Espagne sont installés dans un patelin comme Debdou. Pourquoi Debdou? Parce que Debdou était sur la route des caravanes. Et c'est ce qui explique pourquoi vraiment des petites localités, mais de rien du tout, qui aujourd'hui étaient vraiment des centres d'érudition juive, des centres de commerce, etc. Et quand même, il faut dire une chose, et je suis sûr que vous pouvez en être conscient, parce que finalement, on en parle peu, mais il y a des moments de l'histoire sur lesquels on n'a rien. Et ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que quelqu'un comme, j'ai eu l'honneur d'interviewer ici même Jacob Olliel, qui fait des recherches, qui essaye d'aller au sud, le plus possible au sud du Sahara, pour trouver des morceaux de poterie où il y a des inscriptions hébraïques, etc. On ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé avant le sac de Sigil Massa. On ne sait pas grand-chose de l'influence qu'a pu avoir un certain judaïsme sur la constitution d'une civilisation islamique africaine subsaharienne.
Naum Sluch, par exemple, très grand historien de la région allemand du début du siècle dernier, dit très bien que pour lui, l'islam sénégalais est très juif. Il y a énormément de choses comme ça qui sont très troublantes et sur lesquelles on n'a absolument aucune donnée historique. On a quelques données. C'est difficile de retracer tout ça. D'abord, il y a une source que moi-même j'ai un peu étudiée, ce sont les responsables rabbiniques. Et ces responsables qu'on trouve dans les Guénizas. Voilà. Et ces responsables rabbiniques sont d'une précision extraordinaire sur les relations entre les communautés. On trouve même une liste de prix sur l'or, le prix de l'or à une certaine date, sur le prix des objets qui étaient commercialisés en Afrique, etc. Et puis nous avons un témoignage, mais qui est extraordinaire. C'est l'école de cartographie de Majorque du XVe siècle. Alors en fait, c'était les premières cartes géographiques de l'Afrique noire qui étaient faites par des Espagnols, bien entendu, d'Ulcert, Villa d'Este, mais c'était tous des maranes. Et quand on voit les cartes de géographie de l'époque, ce n'était pas juste des tracés de lignes, c'était aussi des descriptions de villes, des descriptions de types de commerce, etc. Quand on analyse ces cartes, quand on lit ces cartes, tout le monde est certain, en tout cas tous les spécialistes sont certains, que ces cartographes ont reçu des informations de première main. Et ces informations de première main ne pouvaient leur parvenir que de commerçants et de commerçants juifs qui avaient parcouru tous ces itinéraires qui vont jusqu'au Sénégal, qui vont jusqu'au Mali, etc. Et donc là, nous avons des témoignages d'une énorme importance sur cette région-là dont parle Besancenot et du rôle des Juifs au Maroc en général et dans cette région en particulier. Pierre Assouline, on a là une matière romanesque absolument incroyable. Oui. Parce qu'on est vraiment entre Ibn Battuta, Jack London. C'est complètement fou, tous ces mélanges de civilisations, ces imprégnations spirituelles, ces éruptions criminelles, ces richesses fabuleuses, ces empires détruits. Et finalement, c'est étonnant que ça n'ait jamais été la matière d'une littérature en soi. Oh, ça a existé quand même, mais enfin c'est surtout le Maroc contemporain, enfin du XXe siècle, qui a inspiré les gens, Tanger, Nid d'espion, enfin tout ça. Ça a inspiré beaucoup de romans et de films. Ne serait-ce que le film Casablanca. Casablanca, enfin, qui n'a pas grand rapport avec Casablanca, mais bon. mais non, mais ce qui est frappant, c'est que, enfin, il y a une raison à cette lacune que vous évoquez, c'est que c'est l'ignorance. Je veux dire, cette histoire, elle a peu été écrite. Elle a peu été racontée. Il faut être, comme Michel Abitbol, un historien, aller dans les archives pour la connaître et pour l'exploiter. Donc les romanciers, finalement, on peut travailler là-dessus. Je veux dire, l'un des rares romans, par exemple, que le grand public a connu sur l'histoire des Juifs espagnols, c'était Le médecin de Cordoue de Herbert Le Porrier. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Ou sinon, pour la plupart, exploitent des légendes sur lesquels on n'a rien, comme la Caïna, par exemple. La Caïna a été surexploitée. Donc la Caïna, c'est une reine supposément juive berbère qui s'opposait à l'islamisation. On est dans la légende, dans le légendaire. La reine de juifs. Oui, et on est dans le légendaire. Non, l'explication, elle est là. Mais moi, en vous écoutant, et en écoutant surtout le début de l'intervention de Michel Abitbol, je me faisais une réflexion. Je me disais, je vais me mettre dans la peau d'un Ashkénaze qui regarde ce débat, qui assiste, et il doit y en avoir dans la salle, et puis d'abord qui a vu l'exposition et l'album qui en est tiré, qui est un très bel album. En regardant les photos de Besancenot, je pense que cet Ashkénaze, il se dit, c'est que des Arabes. Pour lui, c'est des Arabes. Ouais. Ça me renvoie... Enfin, c'était ce que se disaient beaucoup les Ashkénazes auparavant. Oui. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils se disent encore. Ça me renvoie à quand je suis à Marrakech, je vais toujours Shabbat à la synagogue du Guéliz. Et je me souviens une fois, il y a quelques années, au début de l'office, alors la synagogue était archi pleine. Il y avait 2 quarts de touristes américains, juifs, qui voulaient absolument faire l'office, suivre l'office. Surtout qu'il y a le prêche en arabe.
Au bout de 10 minutes, ils sont partis. Alors j'ai essayé de les retenir parce qu'on était à peine mignonnes. Ils m'ont dit, mais ça n'a rien à voir avec nous, avec les Juifs. Ouais. Surtout qu'avant l'office, tout le monde parlait en arabe. C'était terrible comme réaction. Ils sont partis. Ils préféraient ne pas assister à un office pareil, avec un accent, avec des musiques, etc., avec des gens, surtout, qu'ils considéraient finalement comme des Arabes. Ça, je ferme la parenthèse. Le plus intéressant dans ce qu'a dit Michel, c'est que ça a fait jaillir quelque chose qui est la nostalgie et l'attachement, l'affection. La preuve, on est là et on en parle. Des Juifs marocains ou originaires du Maroc pour le Maroc. C'est assez ambivalent parce qu'il y a d'une part quelque chose qui relève de la nostalgie. Vous allez à Montréal, dans le salon des Juifs qui sont là depuis 50 ans, il y a le portrait de Hassan II, qui est quand même assez extraordinaire. Et là encore, c'est totalement incompréhensible pour un Ashkénaze. Le monarchisme aussi est assez amusant parce que... Oui, mais c'est Sa Majesté. Hein. Ouais. Beaucoup plus que M6 aujourd'hui, c'est Sa Majesté. Il y a quand même un renouveau maintenant quand même de respect pour le Marilène. Oui, mais bon, ce qui est intéressant, c'est cette nostalgie qui transforme un petit peu aussi, je trouve, le passé juif marocain en quelque chose d'édénique. Alors là, bon, il y a des corrections quand même à apporter. Hein. C'est comme quand on parle de la convivencia dans l'Espagne du Moyen-Âge. Bon, c'est beaucoup plus contrasté que ça. Même le passé, vous l'avez dit, il y a eu des pogroms, il y a eu des massacres. Évidemment, sans commune mesure avec la Shoah, ça va de soi, mais aussi sans commune mesure avec l'Irak, avec d'autres pays arabes où c'était beaucoup plus institutionnalisé. Mais tout de même, la dimitude, ça a existé. Ça existe encore d'ailleurs, ça n'a jamais été annulé, le pacte d'Omar. Donc cette dimitude, on vous dit, on le traduit toujours, le dhimmi par le protégé. Ça induit quand même l'idée qu'il fallait déjà le protéger de quelque chose. Et très souvent le protéger de la haine ambiante. Bien sûr. Oui, mais ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Mais ça voulait aussi dire qu'un caïd pouvait venir chez vous et vous dire « j'aime beaucoup ce tapis, roule-le et je vais l'emporter ». Oui, mais pas seulement ça. Il y a vous savez, le livre de Georges Bensoussan consacré aux Juifs dans le monde arabo-musulman, qui est un livre très intéressant. Le sous-titre, si je me souviens bien, c'était « Mépris et convivialité ». Et en tout cas, c'était l'idée qui est développée en permanence dans ce livre qui est très riche d'archives, notamment sur le statut des Juifs pendant des siècles en terre musulmane, et notamment au Maroc. Le dhimmi, moi, j'ai eu conscience de la dhimmitude très jeune parce que quand j'ai demandé à mon grand-père pourquoi ils ont quitté Figuig pour passer la dune et finalement se retrouver et devenir français juste en traversant une dune, et profiter du décret Crémieux avec 30 ans de retard. Très mal accueilli d'ailleurs par les Juifs algériens à l'époque, qui étaient considérés comme des sauvages. Oui. Et finalement, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, parce que mon propre père, donc mon arrière-grand-père, Moïse Assouline, en avait assez d'accueillir chez lui pour Shabbat des musulmans, d'aller chez ses voisins musulmans très souvent dîner avec sa famille, et en même temps, quand il était dans la rue, descendre du trottoir quand il croisait un musulman, et en même temps souffrir de différentes brimades, humiliations. Il a dit qu'il y en avait assez parce qu'on lui disait tu traverses la dune et là tu es en France. Et tu n'as pas le même statut, tu seras respecté. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, moi je pense qu'il faut quand même rappeler à chaque fois, pour éviter qu'on retombe dans un légendaire digne de ce qu'on nous sert encore aujourd'hui sur l'Espagne du temps des Omeyyades. Et oui, mais dans beaucoup de livres d'histoire. Oui, la fabuleuse et paisible Andalousie. Il n'était pas si paisible, surtout quand les Almohades sont venus. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours un rectificatif à apporter, mais il n'en demeure pas moins, et ça je le comprends parce que j'en suis moi-même victime, il y a un attachement affectif extraordinaire des Juifs pour leur pays d'origine, qui est le Maroc, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parce que très peu veulent retourner en Algérie, sauf pour voir des tombes.
et encore, ils ne sont même pas sûrs de pouvoir les retrouver, parce que les cimetières n'ont pas tous été entretenus. En Tunisie, les Juifs retournent régulièrement, mais dans le reste du monde arabe, et alors surtout, quand on compare à l'Europe centrale, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on ne trouvera pratiquement jamais un Juif polonais qui veuille revoir la Pologne, qui était quand même... La Pologne était un pays dont la civilisation même était en très grande partie juive. Mais si vous allez au musée juif de Varsovie, qui est un musée extraordinaire, qui est le plus grand musée de Pologne aujourd'hui, c'est quand même frappant. Ce musée juif, sur l'histoire des Juifs en Pologne, c'est en fait un musée de l'histoire de la Pologne. Absolument. Oui. Tant l'osmose est grande, tant vous aviez des grandes villes comme Cracovie ou d'autres qui étaient en majorité juive, pas seulement des villages. Mais alors, on a souvent parlé pour certaines villes de petite Jérusalem, mais il y a quand même quelque chose de particulier, il me semble, dans le Maroc qui peut servir un peu de conclusion et à dénouer un peu ces mystères qu'on sent de gens qui, finalement, ont vécu là-bas, sont encore imprégnés mais ne veulent pas y retourner, ou bien y retournent tout le temps tout en ne voulant plus s'y installer, cette espèce de relation ambivalente. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le fond, dans la géographie elle-même, du Maroc, dans son atmosphère, dans son climat, dans même sa faune et sa flore, ses légumes, son goût. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a rappelé aux Juifs en transit, en exil, quelque chose de la terre promise? C'est vraiment la mémoire archaïque, mais très archaïque. Oui, c'est très possible. Mais c'est très possible que ça se soit transmis. D'ailleurs, il y a une tradition juive qui parlait, par exemple, le toit, Tamentit, oui. N'est-ce pas? On l'a considéré comme la Jérusalem de... oui. ça revient assez souvent, d'ailleurs. Oui. En d'autres termes, que les Juifs ont une sorte de géographie sacrée, et cette géographie sacrée des Juifs, ils l'appliquent au Maroc, elle a comme origine la Bible. Par exemple, on parle toujours de cette région. Alors, il y a énormément de sites. On dit ici, Avner Ben Serouya est passé, donc il a laissé une marque, la marque de son cheval, etc. Au drap, du temps de Salomon, n'est-ce pas? Il y a eu des Juifs. À savoir, et c'est là peut-être la force de l'attachement du Maroc, c'est que parallèlement ou coïncidant avec cette histoire du Maroc, il y a aussi une histoire juive du Maroc. Et ces milliers de Juifs, ces dizaines de milliers de Juifs israéliens ou autres qui viennent au Maroc, je suis navré de vous le dire, ils ne viennent pas pour voir la Koutoubia ni la Tour Hassan, mais ils viennent surtout pour visiter l'histoire juive du Maroc, le Maroc juif. Et il existe ce Maroc juif. Donc on les voit davantage dans les synagogues, on les voit davantage dans le Méla, etc. Mais je voudrais aussi revenir à ce que disait Pierre tout à l'heure. En fait, il n'y a pas une seule situation ou un seul statut des Juifs au Maroc. Il y a plusieurs mini-situations. Et vous allez et puis, il y a des époques qui étaient terrifiantes. Par exemple, les Almohades ont tout simplement massacré toute la population du Maroc. Et puis, il y a d'autres... sous Moulay Yazid aussi, il y a eu Ça, c'est le pire. C'était terrible. Mais dans le même temps, pas loin de sa fille, etc., vous avez Essaouira, n'est-ce pas, où on venait de créer un nouveau port, et avec des Juifs qui avaient un statut spécial, et qui, en fait, ne respectaient rien. Personne n'exigeait d'eux de respecter les clauses de ce pacte Omar. De cette dimitude. De cette dimitude. Et ainsi de suite, et plus on entre dans la période moderne, et plus on voit en fait que ce statut ou ces interdits étaient tombés en désuétude depuis des années. Ils restaient encore en place, ces interdits restaient en place, dans des villes coupées du monde extérieur, comme Demnat, où il y a eu de vrais massacres. Même dans ces villes-là, même ces massacres ne passaient pas inaperçus. Et peut-être c'est là la spécificité du Maroc. C'était un pays fermé de l'intérieur, mais à partir en fait du 19e siècle,
on y venait, on savait tout ce qui se passait. Et on ne dira jamais assez le rôle des Juifs européens dans cette ouverture des Juifs du Maroc, et notamment le rôle de l'Alliance. L'Alliance israélite est arrivée au Maroc en 1860. C'est-à-dire qu'il y avait une petite élite de Juifs marocains qui parlaient français, qui écrivaient en français, quand la France s'est installée au Maroc en 1912. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que lorsque il y a eu le premier défilé de l'armée française à Rabat, et des petits Juifs des écoles de l'Alliance, on les a amenés devant la grande avenue, ou ce qui tenait lieu de grande avenue à Fès ou à Salé, avec des petits drapeaux français. Donc là aussi, ce sont des situations, en fait, c'est des microcosmes. Et on peut dire que toute l'histoire des Juifs du Maroc, c'est une histoire en fait de microcosme, à tel point qu'on ne peut pas généraliser. Non, mais on ne peut pas généraliser, même pour les Marocains. Pour les Marocains, même. Selon qu'on soit du côté atlantique, du côté méditerranéen ou du sud, c'est déjà plus la même histoire, c'est pas les mêmes mœurs parfois. Personne ne sait qu'une très grande partie des Marocains ne parlent pas arabe, par exemple. Exactement. Déjà, ils parlent le tamazigh. Ouais. Donc, on ne peut pas effectivement généraliser. Moi, je voudrais rappeler un détail qui est incompréhensible pour la plupart des gens qui ne connaissent pas le judaïsme marocain. Ça fait très longtemps que le quotidien, le matin du Sahara, qui paraît donc tous les jours, qui donne le discours officiel, il n'y a pas de problème. Mais depuis très longtemps, en haut, sous la manchette le matin du Sahara, il y a tous les jours la date du jour, selon l'hégire, selon le calendrier chrétien, selon le calendrier hébraïque. Ouais, quel autre journal fait ça? C'est un très très beau détail et en tout cas une très belle conclusion. Et puisqu'on est dans la période de Pessah, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On ira à Casablanca et directement de là en avion à Jérusalem. D'accord. Merci beaucoup. Merci.